Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Jusqu'où piloter sa supply chain. Je me présente, Julie Cazot, chargée de marketing pour Colibri. Aujourd'hui, nous allons échanger sur pourquoi il est primordial pour le bon fonctionnement de son entreprise d'identifier précisément le rôle de son ERP et des outils externes et plus particulièrement comment piloter sa supply chain avec un ERP. Comme vous le voyez à l'écran, le déroulé de la présentation sera le suivant. Après une courte présentation de nos intervenants, nous définirons le périmètre d'un ERP et la relation entre ERP et prévision des ventes. Nous verrons ensuite quelles sont les différentes solutions de prévision et en quoi Colibri se différencie. Nous conclurons par une courte démonstration de Colibri et une session de questions-réponses. À ce propos, n'hésitez pas à utiliser la fonction questions dans la console à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de présentation. Je vais donc maintenant laisser la parole à Jean-Benoît pour qu'il se présente. Donc, je vais me présenter rapidement. Jean-Benoît Sarrazin, je suis consultant en ERP et supply chain depuis 12 ans maintenant. D'abord en intégration d'outils ERP et supply chain, et maintenant depuis 5 ans chez Aloer en tant que conseil et accompagnement à l'intégration. Donc, je réalise des missions d'analyse de flux, de formation, de préconisation, d'amélioration en supply chain. Et en parallèle, je propose des contenus libres de type livre blanc, webinar comme aujourd'hui, conférences. Pour essayer de partager mon expérience, faire profiter de mon expérience autant que possible. Donc j'ai écrit 2 livres blancs ces derniers temps. Le premier qui est titré du titre de ce webinaire, Jusqu'où piloter sa supply chain avec un ERP, et un second qui s'appelle le SNOP dans les PME PMI, qui peut par ailleurs vous intéresser. Dans le cadre du webinaire, on vous proposera les liens de téléchargement de ces 2 livres blancs. Nicolas Comard, peut-être que tu peux te présenter aussi, Nicolas. Oui, bonjour tout le monde, Nicolas Comard, je suis le directeur général de Colibri, donc je travaille dans le monde de la supply chain, je sais pas sur la partie plutôt software ou la partie organisation métier depuis à peu près une vingtaine d'années, avec pas mal d'expérience à l'international et notamment dans le monde asiatique. Voilà, et donc j'ai lancé avec Mehdi la conception et la création d'un outil un peu nouveau dans le monde de la supply chain qui est Colibri en 2012-2013. Donc c'est un outil qui est récent, mais plus tant que ça aujourd'hui, avec différents modules. On pourra en reparler plus tard. Merci. Et donc moi-même, Mehdi Karab, expert produit sur Colibri. J'ai près de 8 ans d'expérience dans les outils plus précisément de prévision des ventes et de demand planning. Et donc sur la partie Colibri, je suis responsable avec Nicolas des évolutions produits et de la bonne implémentation chez nos clients. Alors Jean-Benoît, je vais te redonner la main pour que tu puisses enchaîner sur ta partie. Quelques points généraux. La première, le périmètre habituel de l'ERP. On voit sur ce tableau-là, en colonne, les différentes notions temporelles qu'on peut retrouver dans une entreprise, de l'opérationnel jusqu'au long terme. Et en ligne, on retrouve les principaux domaines d'activité d'une entreprise industrielle: l'achat, la production, le stockage, la livraison et les ventes. Et au milieu, les différentes typologies d'outils, de systèmes d'information qu'on va retrouver, avec le bloc principal ERP. Donc, comme on le voit ici, l'ERP couvre principalement la zone court terme. Donc, le court terme, c'est ce qu'on va entendre par la gestion des commandes d'achat, des commandes de vente, des ordres de production, des ordres de distribution. Donc, sur tous les domaines, bien sûr, de l'activité de l'entreprise, et qui va déborder sur l'opérationnel d'un côté, le moyen terme de l'autre. L'opérationnel sur toute la partie transactionnelle, l'enregistrement des mouvements de stock par exemple, ou des suivis de fabrication. Et sur la partie moyen terme, aujourd'hui, quasiment tous les ERP intègrent par exemple un calcul de besoin net, qui commence à grappiller un petit peu des éléments sur la partie moyen terme. Ensuite, selon les ERP, on va retrouver des ERP qui ont des couvertures fonctionnelles, qui vont plus profondément dans l'opérationnel ou qui remontent plus ou moins dans le moyen terme ou dans le long terme. Pour tous les éléments qui sont sur cet écran-là, on va décomposer ces éléments-là en 2 parties, le supply chain planning et le supply chain execution. Donc, le supply chain execution, on est
très profondément dans l'opérationnel. On va retrouver des outils type WMS, donc gestion d'entrepôt, ou TMS, gestion de transport. On est très proche du terrain sur ces éléments-là. À l'inverse, sur le supply chain planning, on est en train de regarder le futur à plus ou moins moyen, long terme, avec des couches de planification MPS ou PDP en français, plan directeur de production, long terme, SNOP ou PIC, plan industriel et commercial en français, et bien sûr la partie prévision des ventes sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, qui va travailler sur une échelle moyen et long terme, uniquement sur le domaine des ventes. Donc ERP et prévision des ventes, premier petits éléments au niveau des prévisions. Dans quel cas faire des prévisions? De manière générale, on commence à avoir besoin de prévisions quand les délais de commande des clients sont trop courts par rapport au temps de cycle de production et ou d'approvisionnement. On va donc avoir besoin d'anticiper, non pas de pouvoir fabriquer sur des commandes fermes, mais de devoir anticiper de la production et de l'approvisionnement pour répondre aux besoins du client sans même que lui sache qu'il va passer commande à l'instant T. Ensuite, on a souvent un ressenti au moins de demande versatile et on se dit ouais, il faut quand même que j'essaye d'avoir des éléments un peu plus fiables que peut-être même des commandes de vente qui peuvent être très versatiles aussi, et j'essaye de projeter, de prévoir l'avenir finalement face à une demande qui potentiellement fluctue. Au final, par expérience, il y a très peu d'entreprises industrielles qui ne sont pas concernées par ces facteurs. La plupart des entreprises industrielles feraient bien d'avoir des prévisions. Il y a quelques contre-exemples à ça, notamment toute la partie ETO, l'engineering to order, qui consiste à dire à partir d'une commande d'un client, il faut tout que j'invente, de la partie R&D potentiellement de mes produits, l'approvisionnement de matières spécifiques, des méthodes de fabrication qui changent et ainsi de suite. Auquel cas, les prévisions ici, le client est prêt à attendre, il a un délai de commande qui potentiellement est long, et surtout, il est très difficile de prévoir quand on n'a même pas designé ce qu'on allait réaliser. Donc, on va retrouver ça dans le nucléaire, par exemple, sur des pièces nécessaires aux centrales nucléaires, par exemple, ou en construction, si vous essayez de construire, je sais pas moi, un téléphérique entre deux montagnes, vous allez avoir besoin de designer les poteaux, la longueur des fils, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir des composants qui sont communs, mais par contre, vous allez tout designer de A à Z. Maintenant, à quoi servent les prévisions? Parce qu'on dit qu'on a besoin de prévisions. La première chose, c'est faire de beaux graphiques. C'est une façon de détourner, de dire qu'en fait, il faut que les prévisions, elles soient communiquées. C'est pas juste un élément qui est calculé dans un coin, c'est quelque chose qui doit être communiqué à la direction parce que ça lui permet de faire des projections de chiffre d'affaires, potentiellement de faire des budgets et de justifier des investissements, communiquer au planificateur qui, lui, va pouvoir anticiper sa production et son approvisionnement en fonction de ça. Donc gérer les approvisionnements long terme et lancer des productions en avance, et potentiellement définir des stratégies de stock en fonction des prévisions et de la qualité des prévisions. Est-ce qu'il faut que je dimensionne des stocks de sécurité? Est-ce que au contraire j'en ai pas besoin? Et comment je vais dimensionner ces éléments-là? Alors dans les entreprises, quand on fait des audits, on retrouve toutes sortes de prévisions. Beaucoup d'entreprises disent oui, je fais des prévisions. Par contre, la façon dont ces prévisions sont faites, on retrouve un petit peu de tout. Donc là, c'est certains exemples qu'on retrouve assez fréquemment. Les prévisions, on a des entreprises qui travaillent en disant, en fait, j'ai un budget qui m'est fourni par la direction ou par la direction financière, et du coup, c'est mon budget de vente sur l'année. Je prends ce budget de vente annuel, je le divise en 12 et ça me donne ma prévision mensuelle pour l'année. Une autre solution, c'est de faire un copier-coller des ventes de l'année précédente. Bon, c'est ce que j'ai vendu l'année dernière, donc cette année, c'est ce que je vais vendre avec éventuellement un pourcentage d'évolution. Mais je prends globalement, on a toujours fait comme ça, donc j'ai vendu ça l'année dernière, c'est ce que je vends cette année. Après, on a différents systèmes de création de prévision qui consistent à aller récupérer des informations des commerciaux, soit en leur demandant de saisir les informations directement dans des outils de prévision, dans des fichiers Excel ou autres, ou alors on utilise des outils quand ils existent dans l'entreprise, des Customer Relationship Management, des CRM, où les commerciaux vont dire, bon, voilà, je prévois de vendre une affaire potentielle de X euros ou de X quantité de tel article à tel client, et on s'appuie sur ces informations-là en disant, c'est ce que le commercial prévoit, donc c'est ce qu'il va vendre, et ce sera mes prévisions. Et après, on rentre dans des systèmes de prévision plus complexes, on va dire, en termes calculatoires surtout, donc avec des systèmes de calcul statistique pour faire des prévisions, prévoir l'avenir, faire des statistiques. Ça nous permet d'avoir des tendances avec deux niveaux, on va dire, des calculs statistiques automatisés
où le système va choisir lui-même le modèle statistique qui convient le mieux en fonction de la situation, ou des calculs statistiques affinés avec un choix de modèle précis en fonction de type d'article, en fonction de typologie d'activité, et ainsi de suite, où l'utilisateur va dire bah, moi je veux que ce soit telle ou telle méthode de calcul qui soit utilisée. Et puis, on a le dernier niveau de calcul, on va dire, des calculs spécifiques développés généralement maison, en interne, en disant, bah moi, mes prévisions, elles sont très compliquées ou elles prennent en compte des éléments qui sont très complexes à mettre en œuvre dans des outils standards ou dans des modules ERP. Donc, en fait, bah, j'ai créé mon outil de calcul à moi. On retrouve beaucoup d'Access encore dans ce genre de choses où bah, j'ai développé des macro Access, j'importe des données dans les tables Access et je fais mon calcul et je prends en compte toutes sortes de choses, y compris l'âge du capitaine potentiellement. Donc on retrouve vraiment ces calculs très spécifiques aussi dans les entreprises. Merci Jean-Benoît pour cette première introduction. Pour rendre le webinaire un peu plus interactif, on va vous demander de répondre au sondage qui s'affiche sur votre écran. Donc, chez vous, dans votre entreprise, qui fait les prévisions? Est-ce que c'est le prévisionniste, les commerciaux, l'administration des ventes, un responsable supply chain ou un planificateur ou un comptable? On va vous laisser quelques secondes pour répondre. Et ensuite, on va pouvoir voir les résultats directement à l'écran, ce qui nous permettra un peu d'arranger, d'optimiser notre discours en fonction de vos réponses. Très bien, je pense que tout le monde a répondu, donc on va maintenant pouvoir voir les résultats. Donc les résultats s'affichent à l'écran. Jean-Benoît, si tu as peut-être un commentaire. Alors, l'ordre de ces réponses-là correspond souvent, pas forcément systématiquement, mais souvent à une maturité des entreprises vis-à-vis des prévisions. Quand on a un prévisionniste, quand on a un rôle de prévisionniste dans la société, on a souvent des choses qui sont déjà construites en termes de prévision et on a quelqu'un qui va aller chercher à optimiser, à améliorer ces prévisions, à les analyser et en tirer des indicateurs de performance. Plus on va descendre dans les couches et plus finalement on a une maturité généralement en termes de prévision qui est faible. Je parle pas des personnes à ce niveau-là, hein, je parle de l'entreprise de manière générale, on parle d'organisation ici. La partie comptable, c'est une situation qui est inversée par rapport à ce qu'on recherche généralement, c'est-à-dire que on part de budget financier pour en faire des prévisions. C'est généralement le mécanisme inverse qu'on recherche, c'est-à-dire que c'est à partir des prévisions qu'on va générer des budgets et pas l'inverse. Voilà, ça donne. On voit que c'est assez hétérogène comme réponse, c'est intéressant. Je vois qu'il y a la meilleure statistique finalement, elle est au niveau des commerciaux, ce qui veut dire que vous avez une certaine collaboration dans la création de ces prévisions, c'est-à-dire que vous demandez aux principaux intéressés finalement de la vente de mettre leurs informations dans un système de prévision quel qu'il soit. Merci Jean-Benoît, je te laisse enchaîner avec la suite. Alors, au niveau ERP et prévision des ventes, ce qu'il faut pas faire, alors c'est les prévisions de vente de manière générale, dans l'ERP aussi bien sûr, dire que les prévisions sont justes ou sont fausses. Elles sont ni justes ni fausses. Si on regarde les prévisions météo par exemple, bon, elles sont plus ou moins justes ou plus ou moins fausses en fonction, mais de toute façon, elles sont jamais totalement justes et jamais totalement fausses. Disons que quand elles sont pas fausses, mais on peut leur faire plus ou moins confiance. Je ne sais pas si ça fait peut-être une dizaine d'années maintenant que quand on vous fournit des prévisions météo, normalement on vous fournit aussi des indices de confiance pour que vous puissiez vous dire, ok, il m'annonce que demain il va faire beau, mais vu l'indice de confiance, en fait, ils sont pas vraiment sûrs qu'il va faire beau. Et du coup, peut-être que je vais prendre mon parapluie. Donc, on est toujours sur les prévisions, on est en train de prévoir l'avenir, donc on a toujours une marge d'erreur, une marge de manœuvre, et l'important ici, c'est de savoir quelle est cette fluctuation, quel est ce niveau de confiance qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis de cette prévision. J'ai eu dans certains audits et de manière finalement assez fréquente des entreprises qui sont allées dans la direction des prévisions, qui ont essayé de mettre en place des prévisions et qui ont dit ah finalement pour nous les prévisions ça sert à rien. Souvent c'est lié au premier point, elles sont fausses. Donc on a abandonné le fait de faire des prévisions, ça marche pas chez nous.
En l'occurrence, les prévisions, qu'elles soient justes ou fausses, on essaiera toujours de les améliorer, mais elles servent à quelque chose. Pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est que le DDMRP, le Demand Driven MRP, donc c'est un système qui part du principe qu'en fait il faut s'appuyer sur des besoins fermes, des commandes fermes pour pouvoir planifier à moyen terme. En fait, même le système des DMRP qui dit les prévisions sont fausses, donc il ne faut pas les utiliser pour planifier, utilise malgré tout les prévisions des ventes de manière agrégée et lissée, mais les utilise aussi pour déterminer, alors d'un point de vue technique des DMRP, pour déterminer notamment les tailles de buffer. Donc on a des prévisions, ça sert. Si je mets à part les exemples type ETO dont je parlais au début, et c'est ni juste ni faux, bien au contraire. Donc, ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est communiquer sur une prévision. On parlait tout à l'heure de faire des beaux graphiques, on est toujours sur la communication, mais on la communique avec un intervalle de confiance, comme le fait la météo finalement, en disant on a plus ou moins confiance. Et pour avoir plus ou moins confiance, on va regarder deux indicateurs principaux dans les prévisions. Le premier, c'est la fiabilité, c'est-à-dire qu'on se remet un petit peu sur ce qui a été réalisé, on compare aux prévisions qu'on avait faites, et on dit ok, est-ce que finalement mes prévisions étaient fiables ou non par rapport à ce qui s'est passé dans la réalité. C'est un indicateur qu'on va suivre très régulièrement à chaque fois qu'on fait des prévisions en fait, pour essayer d'améliorer au fur et à mesure cette fiabilité. Et puis, on va aussi en contrôler la stabilité. C'est-à-dire que si je fais des prévisions mensuelles, d'un mois sur l'autre, ce que je vais essayer de voir, c'est si mes prévisions, par exemple, pour une référence ou pour un groupe d'articles ou pour un groupe de clients, si ces prévisions, elles fluctuent beaucoup. Ça a une importance parce que les prévisions, je le disais, elles permettent, entre autres, d'aller faire des approvisionnements en avance. Et l'un des intérêts, c'est de pouvoir communiquer un plan d'approvisionnement à vos fournisseurs ou à votre producteur. Et dans ces cas-là, la stabilité consiste à dire d'un mois sur l'autre, je n'annonce pas des chiffres qui changent énormément parce que sinon je déstructure complètement la supply chain de amont, que ce soit du producteur ou que ce soit du fournisseur. Donc je regarde ma prévision et je dis j'ai annoncé 0 le mois dernier, 1000 le mois d'avant, 500 le mois encore avant et puis 3000 le mois d'avant. Ok, j'ai peu de stabilité dans mes prévisions, donc il faut que je stabilise mon calcul. Et puis on regarde, quand on analyse les prévisions, on essaye de le faire à un niveau agrégé, parce que plus on est dans le détail, et plus on va être faux. Et c'est assez logique. En fait, on va pas avoir de cumul d'erreurs ou de cumul d'approximation. Et du coup, quand on analyse les prévisions, on essaye de le faire à un niveau agrégé. Peut-être que je ne sais pas exactement l'article que je vais vendre, mais je sais que ça va être ce type d'article ou ce groupe d'articles, et je vais le vendre à ce type d'activité ou à cette typologie de société. Et c'est ce qu'on analyse notamment pour regarder la fiabilité. Dans ce slide-là, on a essayé de lister les solutions de prévision de manière un peu générique en trois groupes. Les modules ERP, donc des modules intégrés à des solutions ERP, des outils spécialisés de premier niveau, comme les Colibri, dont on vous parlera après, et des outils spécialisés de deuxième niveau, donc des outils spécialisés très poussés d'un point de vue fonctionnalité. Au niveau module ERP, on est sur des outils qui sont intéressants dans une première phase quand on est à une maturité relativement faible. Pourquoi? Parce qu'on est sur des outils qui n'ont pas d'interface, qui sont déjà intégrés, puisque c'est des modules de ERP. Donc normalement, j'utilise les mêmes données que ce qu'il y a dans mon ERP. J'ai une ergonomie qui est connue, puisque mes utilisateurs utilisent l'ERP. Donc forcément, je vais retrouver le même design, la même ergonomie de système. On a généralement des fonctionnalités assez basiques dans le sens où on va avoir potentiellement des moteurs de calcul statistiques ou des copies d'historique avec pourcentage d'évolution et relativement peu d'agrégation et peu de collaboration sur les prévisions, donc peu d'ajustement des prévisions. En fait, c'est souvent des modules boîte noire où on lance un calcul, un petit peu comme un calcul de besoin net dans les ERP. C'est le même mécanisme, on lance un calcul à partir des historiques et de règles prédéfinies et hop, on obtient un résultat de prévision. Et on prend généralement ces résultats de prévision et on le pousse directement dans le plan directeur de production ou dans le calcul de besoin net sans trop d'analyser. On perd souvent les notions de fiabilité, de stabilité, d'analyse en fait qui vont derrière le calcul de prévision. Le deuxième niveau d'outils, c'est donc le premier niveau d'outils spécialisés. On est sur une maturité qui est moyenne. Généralement, là, on parle, si je reprends par rapport au sondage, on parle souvent des gens qui font des prévisions à partir des commerciaux ou à partir de l'administration des ventes, voire du responsable supply chain. Donc, on commence à avoir la notion que les prévisions, c'est important. Et un outil support spécialisé peut être intéressant. Donc, c'est des outils qui sont interfacés plus ou moins manuellement avec du fichier plat, avec du fichier Excel,
Excel, qui sont généralement construits pour être assez ergonomiques et faciles et simples de prise en main, mais qui déjà ont des fonctions avancées de calcul avec des moteurs statistiques en best fit ou en choix individualisé de moteurs, avec des agrégations qui sont prédéfinies en termes de niveau souvent. Donc on dit ok, je peux faire jusqu'à 3 niveaux d'agrégation d'articles et 3 niveaux d'agrégation de clients, et puis je m'arrête là. Si vous voulez 5 niveaux, bah je sais pas faire. Par contre après on met un peu ce qu'on veut dans les niveaux, donc c'est prédéfini mais on alimente comme on veut. Et c'est des outils surtout qui s'appuient fortement sur la collaboration. Donc ça va être un calcul statistique. Au lieu de demander aux commerciaux finalement de mettre en place des prévisions, on va leur dire bah moi j'ai un calcul statistique qui donne des prévisions statistiques. Maintenant qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu as des éléments complémentaires qui permettent de compléter cette prévision ou de l'ajuster parce que tu as des informations complémentaires à certains niveaux clients? Si on parle d'un responsable commercial, ça peut être à des niveaux encore plus agrégés sur des marchés, ou du marketing parce qu'on va lancer une promotion sur un produit, donc on va pouvoir, on va le prendre en compte dans les prévisions. Donc on est très fortement orienté sur la collaboration. Et les outils spécialisés de deuxième niveau, on est sur des sociétés là qui mettent en place ce genre de choses, qui ont une maturité qui est généralement forte sur les prévisions, qui ont déjà des outils, qui ont déjà des méthodes de calcul de prévision et de collaboration. Et là, on rentre dans des outils dans lesquels les fonctionnalités de calcul sont très poussées, avec des agrégations complètement paramétrables et avec des interfaces qui sont automatiques, généralement liées en automatique avec le RP. Et avec des outils qui sont plus ou moins complexes de prise en main, plus on a un outil qui est complexe d'un point de vue paramétrage, plus forcément on va avoir une prise en main qui peut être complexe. Et bien sûr, la notion de collaboration est très présente sur ces outils-là aussi, puisque ça fait partie on va dire presque des must-have des prévisions quand on a un bon niveau de maturité. En termes de gains par rapport à ces différents éléments, la mise en place de modules ERP pour faire des prévisions, le gain, je le qualifierais d'assez faible, dans le sens où c'est juste un premier pas parce qu'on reste sur une boîte noire. Et c'est souvent dans ces cas-là, malheureusement, qu'on retrouve des réponses du style j'ai lancé des prévisions et au final, ça convient pas, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces notions de collaboration, on n'a pas ces notions d'analyse critique de ces prévisions. On reste sur un moteur boîte noire. Ensuite, quand on va rentrer dans des outils spécialisés, là, on va avoir des gains qui sont très importants et on va pouvoir avoir une photo déjà des prévisions qu'on fait et ensuite les améliorer avec des indicateurs de performance, des agrégations et de la collaboration. Donc voilà, on est sur un petit peu ces éléments-là. Et donc Colibri fait partie du bloc, je dirais, de premier niveau. Et je pense que Nicolas ou Mehdi vont reprendre la main là-dessus pour vous en parler un petit peu plus. Merci beaucoup. Et donc pour continuer ce webinaire, un deuxième petit sondage donc, qui s'affiche à l'écran. Chez vous, quels outils de prévision est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous ne faites pas de prévision? Est-ce que vous faites vos prévisions sous Excel? Est-ce que vous faites vos prévisions dans un ERP ou dans un outil spécifique? Ou est-ce que vous ne savez pas ou vous ne souhaitez pas vous prononcer? Comme la dernière fois, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre et nous prendrons ensuite la main. Voilà, encore quelques secondes. N'hésitez pas à participer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On va bientôt arrêter, fermer le sondage. Très bien. Donc, comme vous le voyez à l'écran, les résultats sont assez intéressants. On voit que tout le monde parmi ceux qui ont répondu font leurs prévisions des ventes. Alors après, beaucoup le font sous Excel ou dans un ERP et 25% d'entre vous le font dans un outil maison. Voilà, ça nous permettra un peu de continuer la présentation sur cette base-là. Et Nicolas, je te laisse enchaîner pour nous parler un petit peu de Colibri. Merci Julie. Alors je tiens également effectivement à remercier Jean-Benoît pour la qualité de sa présentation. Il a le mérite d'expliquer des choses qui paraissent assez compliquées à tout le monde d'une façon très simple. J'ai apprécié cette présentation que je connaissais pas personnellement. Donc c'est également intéressant de voir le résultat des sondages où on voit que une des essences de Colibri et pourquoi on l'a créé, hein, c'est notamment pour offrir une solution un peu moins chère et un peu démocratiser l'accès
aux outils de supply chain pour des sociétés qui ont des budgets moindres ou des finances inférieures à ceux qui achètent des grosses solutions. Et on voit effectivement qu'on nous demande de plus en plus de collaboration avec les populations des équipes commerciales, à qui on demande de plus en plus d'enrichir les prévisions de façon collaborative. On travaille beaucoup sur ce sujet-là chez Colibri, également sur tout ce qui est connexion avec des outils de CRM, puisque l'outil par définition du commercial, c'est le CRM. Donc, c'est assez intéressant. Et on voit également, effectivement, comme Jean-Benoît le présentait, que d'une part, les gens qui font les prévisions dans les ERP, c'est assez limitant en termes de gains, puisque le ERP n'est pas vraiment conçu pour travailler sur de l'agrégation, de la désagrégation, des axes, tout ce qui apporte la valeur à un processus de prévision et également donc, tout flux de collaboration. Et on voit également aussi beaucoup de nos clients qui sont des gens qui viennent d'Excel et qui pour le coup, Excel, c'est très malléable, c'est très facile de faire des prévisions dans Excel, mais c'est quasiment impossible de structurer un processus, de partager des informations, de se mettre d'accord avec des informations, parce que très vite, on a des versions différentes qui sont non stables, qui sont non évolutives. Donc effectivement, sur ces deux aspects-là, les gens qui, à l'origine, font des prévisions soit dans les ERP, soit dans Excel, sont ceux qui trouvent le plus facilement dans un outil comme Colibri des retours sur investissement rapides. Donc, en quoi Colibri est différent et surtout, sur quelle valeur on a créé Colibri? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Mehdi, en 2012-2013, on travaillait dans l'équipe de Viséo qui fait de l'optimisation de la supply chain de nos clients. Ça veut dire qu'on distribue, qu'on met en place, qu'on maintient les outils standards du marché, on-premise pour la plupart à cette époque-là, pour beaucoup toujours aujourd'hui. Et puis, quand un client nous demande de trouver une solution, on lui propose. On avait à cette époque-là beaucoup de gens dans notre réseau, des clients, des prospects, ou des clients sur d'autres solutions, qui nous appellent et qui nous disent bon, j'ai besoin de faire des prévisions, j'ai besoin de faire de la planification de la supply chain, j'ai un budget de 50 000 euros, est-ce que tu peux me mettre quelque chose en place en un mois, quelque chose de rapide, de packagé, de bonne pratique? Toutes les solutions de marché, qu'on pignon sur eux à l'époque en tout cas, c'est un ticket de 100 000 euros de projet, 6 mois de projet, 100 000 euros de licence, et puis après on paye 20% tous les ans. Et donc là, ça génère quand même beaucoup de répulsion. La réponse qu'on a très souvent, c'est bon, bah, laisse tomber, on va continuer dans Excel, c'est trop compliqué, c'est trop long. Puis dépenser 200 000 euros pour quelque chose que je peux même pas tester, puis dans 6 mois, je sais pas très bien où j'en serai, c'est compliqué. On est parti de ce constat-là, en voyant quand même qu'il y avait des vrais besoins sur le marché et que pour nous, c'était possible de faire un outil sympa, bonne pratique, qui puisse proposer un service à ce monde-là. Donc, on a défini les valeurs sur lesquelles on a construit Colibri. Alors, on a été aussi sponsorisé par le chairman du groupe Viséo, qui à l'époque voulait lancer des démarches d'édition de software avec l'avènement du cloud. On a un partenariat avec Microsoft Azure sur Colibri, et donc c'est eux qui hostent toutes les données de la solution. Donc la première chose, c'est que dans nos valeurs, on a les bonnes pratiques métiers. Alors je sais que tout le monde le dit, mais tout le monde ne le fait pas vraiment. C'est-à-dire que notre workflow dans Colibri, il est packagé. Et c'est parce qu'on a des bonnes pratiques métiers qu'on peut faire un projet en un mois et en 10, 15 jours de projet, contrairement à la plupart des solutions qui sont plutôt sur du 6 mois. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on ne répond pas à des clients qui nous font un cahier des charges de 200 pages en nous demandant uniquement des spécificités. Colibri ne fait pas de spécificités. Il intègre parfois des processus pour enrichir son standard. On ne fait pas de développement spécifique, c'est-à-dire que tous nos clients ont la même version, ce qui nous permet par ailleurs de livrer tous les 2-3 mois des nouvelles fonctionnalités très rapidement à tout le monde. Donc l'outil est un outil qui vit et qui progresse avec ses clients. Une des clés de Colibri est la collaboration, et comme on le disait tout à l'heure, on veut onboarder le plus de monde possible. Donc ça peut être les commerciaux, mais ça peut être d'autres fonctions, la supply chain, le marketing, qui sont de plus en plus influents, notamment quand les produits ont des durées de vie de plus en plus courtes. Mais ça peut être aussi les propres clients des entreprises, c'est-à-dire qu'on l'a pas abordé encore, mais dans la collaboration, c'est collaborer entre différentes entreprises, et les acheteurs de vos clients peuvent vous fournir une prévision dans Colibri. Colibri étant une solution cloud, il suffit d'un navigateur Internet, d'un mot de passe et d'un profil pour avoir un accès. Donc,
On a créé l'outil de façon intuitive et ergonomique pour que le plus de personnes puissent avoir intérêt, envie de collaborer dans la solution et on l'a rendu simple pour que la montée en compétence soit simple également. Aujourd'hui, pour monter en compétence et avoir un premier niveau dans Colibri, on parle de 2-3 heures de formation. Là où sur des standards du marché, on est plutôt sur du 2-3 jours. Une troisième valeur très importante qui est arrivée assez récemment, c'est tout ce qui est robustesse et sécurité. Alors, robustesse et la sécurité est un argument clé pour la plupart de nos clients. Et ce qu'il faut voir, c'est que comme Colibri, les outils cloud SaaS se sont extrêmement développés ces 3-4 dernières années. Et au début, c'était d'abord les fonctionnalités qui étaient visées, surtout pour faire des MVP, Minimal Valuable Product, c'est-à-dire des POC, on va dire. Aujourd'hui, nos clients, pour nous différencier et pour faire le bon choix de solution parmi toutes les solutions de cloud, alors ce n'est pas qu'un argument pour les solutions de supply chain, mais pour différencier les solutions qui vont être solides sur le long terme, challenge énormément le côté robustesse et sécurité parce qu'ils considèrent que les éditeurs qui n'ont pas investi sur ce sujet-là sont des éditeurs qui ne sont pas solides financièrement ou en termes d'investissement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de clé pour nous. Budget maîtrisé, donc Colibri, bon, c'est un ticket. On considère aujourd'hui que c'est à peu près entre 3 et 5 fois moins cher qu'un outil du marché, que ce soit en termes de service ou en termes de licence. La licence est une souscription mensuelle avec un engagement sur une année civile. On est sur des budgets qui vont entre 1500 et 3000, 3500 euros par mois, dépendant du nombre d'utilisateurs, de la volumétrie de données, enfin tout un ensemble de solutions. Mais c'est très rapidement définissable. En un call, on peut estimer un budget et le risque est minime puisque l'engagement n'est qu'annuel. Si vous payez 2000 euros par mois sur 12 mois, bon, vous prenez un risque de 24 000 euros au pire, ce qui est assez faible, d'autant plus que vous pouvez tester en général gratuitement un prototype Colibri avec vos données. Donc aujourd'hui, le risque est très faible à tester et utiliser une solution comme Colibri. L'outil est un outil qui est évolutif, je le disais tout à l'heure, en lien avec les bonnes pratiques métiers. Tous les 2 mois, on livre des nouvelles versions et on enrichit la solution. Et puis l'outil est rapide à mettre en place. Donc il nous faut aujourd'hui, en général, on fait une réunion de 2 heures avec quelqu'un qui est intéressé par Colibri. Si on considère que vous êtes éligible à Colibri, derrière, vous nous envoyez un petit jeu de données sur Excel. Il nous faut une demi-journée pour faire un prototype Colibri avec vos données qui est assez proche d'une solution finale. Et on peut vous le laisser pendant 2-3 semaines jouer avec et vous accompagner, ce qui permet pour vous d'éliminer tous les risques de non-adéquation de la solution à votre besoin réel. Voilà pour les valeurs de Colibri. J'ai fait un petit peu d'histoire également de la solution, puisque bon, c'est un peu ma passion, puisque j'y suis depuis le début. Mais je pense que vous avez une bonne vision. On peut passer au slide suivant. Julie. Ça sera Mehdi. Merci Nicolas, merci pour cette Vas-y, petite présentation de Colibri en détail. Donc pour terminer ce webinaire, je vous propose rapidement de voir quelques exemples d'avantages qu'un outil comme Colibri peut conférer dans votre processus de prévision et vous montrer dans l'outil quelques processus. Donc l'objectif, c'était aussi de rendre ce webinaire assez interactif. Donc ce qui est intéressant, c'est si la synthèse des 2 sondages que l'on a fait, c'est que globalement, un tiers d'entre vous fait des prévisions avec des commerciaux ou veut avoir de la collaboration avec des commerciaux et 2 tiers pour cela utilisent Excel ou l'ERP, ce qui ne sont pas les outils les plus, comme on l'a dit, simples d'utilisation. Donc ce que je voulais voir avec vous pour terminer ce webinaire, c'est quelques éléments, quelques gains, quelques avantages que des outils comme Colibri peuvent vous conférer. Tout d'abord, on a parlé de notions d'agrégation, de désagrégation, de travail à différents niveaux. Ça va permettre d'avoir un gain certain sur le temps passé pour faire des prévisions. L'intérêt de l'outil comme Colibri, c'est de pouvoir, dans certains cas, avoir une vision macro à la famille de produits et descendre très rapidement sur les articles qui posent problème. Faire ce type de drill down ou d'analyse top down ou bottom up dans un ERP, c'est très compliqué. Dans Excel, c'est quasiment immaintenable. Donc, un outil comme Colibri va permettre de gagner en efficacité et en temps. Et aujourd'hui, un des premiers indicateurs que nos clients témoignent en termes de gain, qui n'est pas un gain financier, mais plutôt un gain temporel, c'est le temps passé à faire des prévisions.
par mois, donc divisé en général par 3 ou 4. Un avantage aussi d'un outil comme Colibri, je vais vous le montrer juste après, c'est la possibilité de faire des simulations. On a parlé ensemble tout à l'heure de la volatilité des prévisions, de l'incertitude des prévisions et l'importance d'avoir de la réactivité. Donc un outil comme Colibri va vous permettre de faire de la simulation selon différentes hypothèses. Donc je vais vous présenter cela rapidement dans un exemple, mais c'est souvent la simulation quelque chose qui n'est pas géré dans le ERP, et faire ça dans Excel, ça veut dire du versionning, c'est très compliqué. La collaboration, on a parlé brièvement, Nicolas, tout à l'heure, sur la collaboration interne à l'entreprise avec des collaborateurs, en l'occurrence commerciaux ou peut-être marketing, mais également extra-entreprise, avec la possibilité de travailler avec des fournisseurs ou avec nos plus grands clients, faire du partage de prévisions. Ce sont des choses qui commencent à se faire de plus en plus. Et donc, Colibri a été pensé nativement pour pouvoir gérer cette collaboration, et je vous montrerai également un flux collaboratif rapidement. La réactivité, je pense que Jean-Benoît l'a expliqué tout à l'heure aussi, dans vos métiers, la concurrence est rude, le besoin de réactivité est important. Bah, finalement, ajuster une prévision lorsqu'on a une information importante, on a notre produit le plus important, le plus stratégique, un commercial vient de rentrer une information sur sur une prévision sur un client, bah, peut-être qu'il faut que le supply chain manager soit notifié. Donc dans Colibri, on a aussi des possibilités d'avoir des notifications pour plus de réactivité. Et enfin, un processus n'a de sens que si on mesure son efficacité. Et on a parlé donc du processus de prévision. Les indicateurs que l'on mesure le plus couramment, ce sont la fiabilité des prévisions. Donc, faire de la mesure de fiabilité des prévisions quand on est outillé d'Excel ou de l'ERP, c'est souvent très compliqué. Dans Excel, ça veut dire archiver des valeurs de fichiers Excel, monter des usines à gaz pour faire ces analyses. L'ERP, bah, même dans les add-ons, c'est pas souvent fait, ou alors à l'article. Le besoin de mesurer cette performance, il est vraiment important pour savoir si ce que l'on fait est juste ou pas juste, et sinon comment s'améliorer. Donc pour faire ça de manière interactive et rebondir un petit peu sur deux éléments suite à vos sondages, donc je vais me focaliser sur une première démonstration rapidement sur la possibilité de faire de la simulation dans un outil. Donc dans Colibri, je vais vous prendre un exemple d'écran de simulation. L'idée, c'est de pouvoir se projeter assez facilement et de faire de la simulation. Donc on parle de prévision des ventes. L'écran que vous voyez ici, c'est un écran de simulation statistique. C'est de pouvoir prévoir qu'est-ce que l'on va vendre selon différentes hypothèses. Sans rentrer dans le détail mathématique, l'outil embarque différents modèles statistiques. Les clients Colibri ne sont pas des statisticiens par nature, ni des mathématiciens de formation, c'est pas le but. Donc l'idée, c'est que Colibri soit également simple d'utilisation. Donc l'exemple que je vous propose, c'est de demander à l'outil de vous faire un jeu de simulation de prévision sur un article à un niveau agrégé sur tout un pays donné. Donc en cliquant sur la petite calculatrice, l'outil va me faire une projection, ce que vous voyez en vert, donc qui est une simulation de prévision, en me disant, bah voilà, au vu des historiques que j'ai dans mon système, voilà ce que l'outil calculerait. Donc encore une fois, l'objectif, c'est de faire des tests, de faire des itérations. Donc ce qu'il est possible de faire, et encore une fois, même pour quelqu'un qui n'est pas statisticien de nature, c'est de tester la validité d'un modèle. Donc là, ce que je vais faire très simplement, c'est demander à l'outil de se positionner dans le passé, d'occulter une partie des historiques de vente. C'est comme si on se mettait un an dans le passé, et de tester le modèle mathématique. Et donc là, ce que vous voyez maintenant sur mon écran, c'est tout simplement en vert ce que la prévision que l'outil aurait calculé il y a un an, en rouge les historiques réels. Et ça permet de voir si, sans rentrer dans des détails de calcul complexes, si nos historiques sont prévisibles ou non, et si le modèle que Colibri aurait utilisé est prévisible et répond bien aux besoins. Donc vous voyez, avec des fonctionnalités finalement assez simples d'ergonomie, on arrive à faire des choses assez puissantes. Pour terminer cette petite démonstration, on a parlé aussi beaucoup de collaboration, hein, notamment avec les commerciaux. Donc je voulais vous montrer et partager avec vous un exemple de flux collaboratif. Alors on va se positionner plutôt dans le cas où la collaboration se fait entre un commercial et un prévisionniste, mais comme on l'a vu ensemble, ça peut être aussi une collaboration extra-entreprise. Donc dans Colibri, vous allez avoir la possibilité de solliciter ponctuellement un commercial ou un utilisateur particulier en le sélectionnant dans la liste des comptes éligibles. Vous allez pouvoir mettre une date d'échéance dans le futur et mettre un message. L'intérêt de ça, c'est vraiment de faciliter la communication interne à l'outil et de pouvoir avoir des flux d'échange quasiment en temps réel. Donc là, en tant que prévisionniste central, j'ai sollicité un de mes collaborateurs commerciaux pour qu'il vienne mettre à jour ses prévisions. Je vais vous montrer rapidement comment ça se positionne. Donc là, je vais me connecter avec ma casquette de commercial. J'ai reçu une petite notification que vous pouvez voir ici. Le commercial, qui est souvent quelqu'un qui est pressé, qui n'a pas envie de passer du temps dans un outil à se former, n'a qu'à cliquer sur le lien que l'outil lui a envoyé. Automatiquement,
il est amené sur l'article et le client pour lequel on lui a demandé de travailler. Il va pouvoir faire des modifications, donc de manière très très ergonomique, hein, sur le graphique ou comme dans Excel sur la grille. Il va pouvoir enregistrer sa prévision. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la notion de réactivité est importante. Donc Colibri, c'est une base qui est centralisée. Et à chaque modification qui est faite, si l'utilisateur rafraîchit les données, on va voir automatiquement les nouvelles informations. Donc là, dans mon exemple, j'ai sollicité un commercial. Vous pouvez voir sur la partie droite du graphique qu'une nouvelle courbe est apparue, qui est la prévision de mon commercial. Et si je descends un petit peu, je peux avoir le détail mois par mois de sa collaboration, à quelle date il l'a fait et quelle est sa dernière modification. Donc je vous disais tout à l'heure, on peut aussi, si on le souhaite, être notifié, recevoir un email ou une notification pour être notifié à chaque fois qu'une prévision est mise à jour dans l'outil. Voilà, je vais terminer cette partie sur la petite démonstration pour passer à la partie questions-réponses. Je vais laisser la parole à Julie. Merci Mehdi. Donc, comme il vous l'a dit, nous rentrons maintenant dans la partie questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en utilisant la fonction question qui est sur la console qui s'affiche sur votre écran. Donc, voilà, je vais vous laisser quelques minutes pour poser votre question. Une première question, quel est le coût d'implémentation des différents types de solutions? Jean-Benoît, je te laisse peut-être répondre sur celle-ci vu que tu as de l'expertise sur les différentes solutions. Jean-Benoît, on ne t'entend pas. Excusez-moi, c'est mieux si je réactive le micro. Euh, c'est une question qui est assez vaste en fait. Sur les modules ERP, on va retrouver un petit peu tous les coûts en fonction des ERP. Moi, j'indiquais dans le tableau tout à l'heure que c'était un coût faible. En l'occurrence, on va retrouver certains modules de prévision dans des basiques, dans des ERP qui sont de l'ordre de 500 ou 1000 euros de licence avec 5 jours d'implémentation sur des moteurs très très basiques, tout pré-câblé, sans paramétrage quasiment. On va retrouver des modules ERP qui sont très gros, du type par exemple APO chez SAP qui fait des prévisions, où là on va tomber sur des budgets qui sont proches des outils spécialisés niveau 2, et ça veut dire ça peut être des projets qui font 50, 60, 100 000 euros, voire plus. Pour mettre en place ces intégrations, en comptant la licence et l'implémentation. Quand on est sur des outils spécialisés niveau 2, on est sur des choses un peu plus concentrées. On est sur des coûts d'implémentation qui sont de l'ordre de 10 à 30 000 euros, je dirais. En licence, ça dépend si on est sur de la licence pure ou si on est sur du SaaS, sur du SaaS, donc du paiement à l'utilisation. Mais bon, voilà, on est la tranche de Colibri à 1500, 2000 euros par mois. C'est des choses qui sont assez cohérentes dans ce type d'activité, dans ce type d'outil surtout. Merci Jean-Benoît. On a une deuxième question. Est-ce que les outils intégrés aux ERP type Forecast pour X3 ne couvrent pas les mêmes fonctionnalités? Jean-Benoît, je pense que tu peux répondre également à cette question. Alors sur X3 précisément, j'avoue qu'ils ont un module de prévision. Les dernières versions d'X3 proposent des affichages graphiques qui sont assez intéressants. Par contre, je connais pas le module dans le détail sur X3. De manière générale, j'ai envie de dire, quel que soit le RP, je connais pas tous les modules ERP, j'en suis désolé, mais de manière générale, creusez avec votre intégrateur. ERP, je sais que Sage là-dessus sur X3, ils poussent pas mal sur des fonctionnalités de planification. Ils ont la volonté de monter par rapport au schéma que je montrais au début, ils ont vraiment la volonté de monter sur des couches de planification et de prévision et de SNOP. Donc je pense qu'ils essayent vraiment d'avoir des fonctionnalités intéressantes et il est possible que leur réponse à ce niveau-là soit bien adaptée. Il faut surtout regarder les possibilités d'agrégation et les possibilités de collaboration. Là où j'ai un doute, c'est sur la partie simulation dans X3. Je pense que là, ils sont encore un petit peu light. Mais encore une fois, je le connais pas dans le détail, donc je veux pas dire de bêtises. Merci Jean-Benoît. Une autre question qui est arrivée. Comment Colibri gère-t-il le problème des agrégations de données? Mehdi, je te laisse répondre.
Merci Julie, merci pour cette question. Effectivement, c'est une question clé quand on parle de prévision des ventes, puisque on va vouloir travailler à des niveaux de détail plus ou moins fins. Donc, comment ça se passe dans Colibri? En fait, c'est très simple et c'est à peu près la même idée dans les outils de prévision, c'est-à-dire qu'on va se baser sur la hiérarchie. Dans un projet Colibri standard, on va commencer par discuter avec vous en tant que client sur les niveaux d'agrégation qu'il est intéressant d'avoir. Typiquement, des niveaux d'agrégation sur l'axe article, ça va être peu ou prou des informations liées à la fiche produit. L'article, la famille, la sous-famille. De même, lorsqu'on veut avoir une dimension client pour pouvoir prévoir finement ses prévisions, une dimension client, regroupement géographique, etc. Donc l'idée avec Colibri, c'est que ces données, c'est des données qui viennent de vos systèmes, les niveaux hiérarchiques. Et après, dans Colibri, à chaque fois que vous allez vous positionner à un niveau de détail ou à un niveau d'agrégation, l'outil va recalculer à la volée, tout réagréger, ce qui permet d'avoir en fait une très grande flexibilité. Un exemple très très simple, si vous avez une dimension produit avec 3 niveaux, article, famille, tout produit, et une dimension client avec 3 niveaux, client, pays, tout client, l'outil vous permet de travailler techniquement à 9 combinaisons de niveaux différents. Donc une très très grande flexibilité pour que chaque utilisateur puisse avoir le niveau d'information qui l'intéresse. Un commercial, une vision par client, quelqu'un plutôt orienté produit, plutôt par produit, tout client. Mais ça fait partie effectivement des questions qu'on se pose en atelier pour pouvoir bien définir ces dimensions. Merci Mehdi. Une autre question. Vous avez présenté Colibri comme un outil de prévision. Propose-t-il des modules planification court et moyen terme, ordonnancement, PIC, PDP? Nicolas, je te laisse répondre. Oui, merci Julie. Alors, plus précisément, nous n'avons présenté aujourd'hui que le module prévision de Colibri. La vocation de Colibri, c'est d'être un outil d'optimisation de la supply chain et on veut proposer d'autres périmètres que la prévision. Donc, on a déjà un second module qui est sorti du coup l'année dernière, qui est stable maintenant, qui est le module Flow, qui lui va gérer toute la partie planification amont du produit fini. Donc, sourcing planning, plan d'approvisionnement, distribution planning, replenishment, et dans lequel on va intégrer bientôt l'inventory planning. Donc ça, c'est les 2 modules existants. Et dans la roadmap, nous sommes actuellement en phase de R&D sur 2 nouveaux modules en partenariat avec nos clients. Donc un module qui va être un module retail planning, pour là donc de la planification, plan d'assortiment, gestion des pénuries, point de vente, et un autre module qui est un module SNOP. Donc on a eu beaucoup de retours de nos clients qui nous ont dit qu'ils ne trouvaient aucune solution best of breed sur du SNOP pur. La plupart des solutions SNOP aujourd'hui sont des agrégations de solutions d'ordonnancement, de solutions ERP, qui du coup embarquent toute la complexité micro de l'ordonnancement de l'ERP pour pouvoir faire un SNOP macro. Et donc, comme on a eu beaucoup de demandes, on a accepté avec nos clients de lancer R&D et développement sur cette solution SNOP. Donc, ces deux modules en roadmap qui sont dans les cartons devraient sortir en 2019. SNOP, quand je dis SNOP, c'est PIC PDP en français. Donc ensuite, ordonnancement, c'est pas dans notre volonté. On veut vraiment rester sur de la planification, plutôt supply chain à la journée. L'ordonnancement est quelque chose qui descend trop dans le détail par rapport à nos valeurs et nos stratégies. Merci Nicolas. Une dernière question pour conclure ce webinaire. Quelle est la limite en termes de volume de data en entrée? Mehdi, je te laisse répondre. Alors ça aussi, c'est une question très très précise. On va parler, nous, dans notre terminologie, effectivement, de volumétrie. La volumétrie dans un outil comme Colibri est définie tout simplement par les niveaux élémentaires de chaque dimension. Donc si Colibri, dans votre modélisation, permet de travailler par article client, on va parler de combinaison article client. Aujourd'hui, nous avons des clients qui ont plus de 500 000 combinaisons article client, puisque finalement, c'est ça qui va définir la volumétrie. C'est pas nécessairement le nombre d'années d'historique qu'on va considérer ou un horizon de prévision. C'est vraiment cette granularité élémentaire qui va, dans l'outil de prévision, permettre de savoir à quel niveau on va faire les calculs ou autres. Donc aujourd'hui, notre volumétrie maximale est aux alentours de 500 000 combinaisons articles clients, ce qui peut représenter, pour vous donner un ordre d'idée, si on devait faire le cas médian de Colibri, aujourd'hui, nos clients qui utilisent Colibri ont entre 6 000 et 10 000 articles vendus sur lesquels ils font des prévisions et parfois une profondeur de milliers de clients.
Mais cette matrice, cette combinaison article-client n'étant pas exhaustive, chaque produit n'étant pas vendu, c'est difficile de se projeter. Mais voilà, pour vous donner quelques grandes métriques, à peu près en moyenne 10 000 produits vendus pour 1 millier de clients livrés. Merci Mehdi. Il me semble que nous n'avons plus de questions et donc maintenant temps de conclure ce webinaire. À l'écran, différents moyens de nous contacter si vous avez des questions additionnelles ou désirez une démo. N'hésitez pas à télécharger les documents qui se trouvent dans la partie documents à distribuer de votre console, avec notamment 2 livres blancs, jusqu'où piloter sa supply chain avec son ERP et le SNOP dans les PME, PMI, ainsi que quelques success stories de clients Colibri. Voilà, donc n'hésitez pas à les télécharger et nous restons bien entendu disponibles sur LinkedIn, par téléphone ou par email si vous avez la moindre question additionnelle. Merci beaucoup.